Découvrir la France par ses chemins de campagne, par ses routes ensoleillées ou par ses sentiers de montagne, nous rappelle à chaque détour la richesse et la diversité culturelle de ce pays que l'histoire a façonné au fil des siècles, pour nous offrir aujourd'hui un patrimoine exceptionnel. Ce vol, au-dessus de la France, nous permettra, avec un point de vue unique, de visiter les plus beaux sites. Notre hélicoptère, équipé d'une caméra fixée sur un système anti-vibratoire, nous donnera l'impression de voler, de planer comme un oiseau. Numéro 1, rappelez final 28. Go, on voudrait couper l'axe de la 10-28 vers le sud-ouest dans 1 minute. Notre voyage aérien commencera par la Haute-Normandie. Nous suivrons les côtes bretonnes jusqu'au golfe du Morbihan. Hautes de 70 mètres, les falaises d'Étretat s'élèvent comme un rempart de calcaire devant la célèbre plage de Galets que les vagues roulent sans cesse au gré des marées. À Étretat, Maurice Leblanc avait imaginé que son héros Arsène Lupin se cachait ici dans un trou creusé par le vent. Cette légende attire encore beaucoup de visiteurs. Ce site de Haute-Normandie s'appelle le Pays de Caux et les falaises sont taillées dans la craie. Cette particularité géologique donne son nom à la côte d'Albal. Avant de rejoindre les plages du débarquement, nous survolons Oulgat. Devant la plage d'Omaha Beach, le site de Colville-sur-Mer aligne 9386 croix de marbre de Carrare en hommage aux soldats alliés tombés ici lors du débarquement du 6 juin 1944. À la frontière maritime de la Normandie et de la Bretagne, le mont Saint-Michel est un rocher de 900 mètres de diamètre et de 80 mètres de hauteur, couronné depuis près de 9 siècles par la merveille de l'Occident, l'abbaye du mont Saint-Michel. Dans la baie, sur 15 km, l'amplitude exceptionnelle des marées fait remonter la mer à la vitesse d'un cheval au galop au moment des grandes marées d'équinoxe. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau, Iseo, à Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons. Plus de 8000 navires glissent chaque année le long de la digue de Saint-Malo. Bâtie sur un îlot rocheux, la ville est le port d'attache des grands aventuriers des mers, comme Jacques Cartier, Surcouf, Duguay-Trouin, les Terre-Neuve et aujourd'hui les stars des grandes courses transatlantiques. Santillano, si Dieu veut toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On prétend que là-bas
l'argent coule à flot. Iseo, Santillano, on trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, si Dieu veut, toujours droit devant, nous irons jusqu'à 100. La côte bretonne est aussi le lieu privilégié de la pêche au homard. Dans la baie de Saint-Brieuc, nous croisons ces petits chalutiers qui perpétuent la tradition maritime des Bretons. C'est ici que se pratique encore la pêche à la coquille. Nous survolons la côte de Granit Rose près de Ploumanac. Nous survolons la côte du Finistère pour nous approcher de Ouessant, battu en permanence par des vents de suroît et de noroît dominants. Les parages de l'île sont réputés très dangereux pour la navigation. Plus au sud, nous arrivons en vue des côtes du Morbihan. Voici l'île de Groix. Au Moyen Âge, les marins pensaient que le soleil se couchait ici pour la nuit. Les eaux du golfe du Morbihan, par leur salinité modérée, favorisent l'élevage de l'huître plate. Guérande. Presqu'île au sud de la Bretagne, Guérande est le domaine des paludiers, les artisans du sel. Ici, l'embouchure de la Loire est protégée par des remparts depuis le XIVe siècle. Guérande, la bien-aimée des ducs de Bretagne, récolte le sel marin avec des gestes et des techniques qui n'ont guère varié depuis le XVe siècle. Ici, la saline se prépare dès l'hiver, car il faut de l'eau vieille pour récolter le sel sous la chaleur de l'été. Plus au sud, les marais salants de l'île de Ré perpétuent la tradition des paludiers de l'Atlantique. Devenue le rendez-vous favori des amateurs de vacances estivales au soleil et au grand air, l'île de Ré s'étend sur 30 km face à La Rochelle. Ce pont-viaduc de près de 3 km relie l'île de Ré au continent. Les tours de La Rochelle, édifiées dès le XIVe siècle, rappellent aussi le temps des guerres de religion. La ville était un bastion protestant et vécut au XVIIe siècle l'affrontement du cardinal de Richelieu et du maire Jean Guiton. Au large de l'embouchure de la Charente, l'île d'Aix fut fortifiée pour protéger le pertuis d'Antioche. Napoléon Ier vécut ici ses dernières heures en terre française. Le 15 juillet 1815, l'empereur partait vers son destin à bord du Bellérophon à destination de Sainte-Hélène. Nous remonterons vers le nord. La Loire et ses châteaux nous promettent un nouveau voyage dans l'histoire. La Loire, fleuve royal, a parfois ses humeurs. Il faut toute l'habileté d'un navigateur chevronné pour s'en accommoder. Avant que le chemin de fer ne lui fasse concurrence, le fleuve était une artère majeure pour le commerce et les échanges.
Cependant, la célébrité de la Loire lui vient des rois de France qui ont orné ses rives de somptueuses demeures. Chef-d'œuvre de la Renaissance, Azay-le-Rideau appartenait au trésorier général de François Ier, Gilles Berthelot. Villandry est surnommé le jardin de la France. Les jardins y sont dessinés dans l'esprit du XVIe siècle. Les vergers de 4 hectares comportent 48 rangs d'arbres fruitiers. Demeure de Catherine de Médicis, de Louise de Lorraine, de Gabrielle d'Estrées, épouse légitime, favorite ou reine, Chenonceau fut le château des femmes. Le plus grand de tous, Chambord, est né d'un caprice et de la volonté politique de François Ier. Il fallut exproprier les comtes de Blois pour édifier la fastueuse résidence de chasse du roi. Véritable cité suspendue, les terrasses hérissées de cheminées, de poivrières et de lucarnes permettaient de suivre les chasses royales. Le château de Chaumont était la propriété de Catherine de Médicis, qui contraignit Diane de Poitiers à lui céder Chenonceau en échange. Édifié en 1492 par Charles VIII, Amboise sera utilisé comme prison d'État dès le XVIe siècle. L'émir Abdelkader fut interné au château en 1847. La terre de France défile sous notre hélicoptère. Nous irons en Bourgogne, nous rejoindrons l'Alsace et pousserons jusqu'en Savoie. Entre Loire et Saône, la Bourgogne est l'une des provinces les plus riches de France. Les vignobles de Grand Cru représentent 27 379 hectares. L'opulence de son terroir a donné à la Bourgogne les grandes demeures que nous découvrons ici en plein cœur du Charolais. Châteaux, églises, monastères sont légion en Bourgogne. Dans les bourgs et les villages préservés, nombreux sont les témoins d'un passé prestigieux. Capitale du Bourgogne, entre Gevrey-Chambertin et Givry, Beaune pratique avec talent le négoce de ses plus précieuses bouteilles. Dans ses caves vieillissent des millions de flacons que le temps bonifiera jusqu'à la perfection. Le château d'Ancy-le-Franc compte parmi les plus belles demeures Renaissance de la Bourgogne. La place forte du XIVe siècle, Semur en Auxois, était la plus redoutable du duché de Bourgogne. À Vézelay, le grand vaisseau de la basilique Sainte-Madeleine, édifié de 1096 à 1104, est classé patrimoine mondial de l'humanité. Magnifique ensemble roman, sa façade a été restaurée par Viollet-le-Duc. La basilique de Vézelay accueillait autrefois les pèlerins en route vers Compostelle. Nous survolons le Morvan et prenons la direction de l'Alsace. La route la plus fréquentée de la région est la route du vin. Sur les coteaux mûrissent les 7 cépages d'Alsace. Rigvir, la perle des vignobles, produit un délicieux Riesling. Cette terre, souvent disputée, a gardé de son passé mouvementé
de nombreuses forteresses et nombreuses citadelles. On a recensé près de 150 ruines de châteaux forts médiévaux. Entièrement restauré, le Haut-Königsbourg est édifié à 757 mètres d'altitude et domine toute la plaine rhénane. Le mont Sainte-Odile fut le premier couvent de femmes en Alsace. Le ballon d'Alsace, à 1250 mètres d'altitude, constitue le dernier contrefort du massif vosgien. Chef-d'œuvre de l'art gothique alsacien, la flèche de la cathédrale de Strasbourg domine la ville de ses 142 mètres de hauteur. Nous voici en Savoie, sur le roi des sommets, le Mont Blanc, à 4807 mètres d'altitude. Notre descente vers le Rhône nous entraînera jusqu'en Auvergne, sur les rives de la Dordogne et enfin vers les vignobles bordelais.
le pont de Seyssel franchit le Rhône pour relier Haute-Savoie et Rhône-Alpes. Nous voici en Auvergne, dans le Cantal. S'élevant à 123 mètres au-dessus de la Truyère, le viaduc de Garabit est l'œuvre de Gustave Eiffel. L'expérience acquise par Eiffel dans la construction de ce pont lui permit plus tard de réaliser la célèbre tour devenue symbole de Paris. L'Auvergne est la seule contrée volcanique de France. Les puits sont d'anciens volcans endormis. Les terres y sont vertes et fertiles. Enchâssé dans un écrin de piton volcanique, à plus de 1000 mètres d'altitude, le Puy-en-Velay est devenu un centre religieux important. La plus ancienne cité mariale accueille tous les 15 août un pèlerinage dédié à la Vierge. La chapelle Saint-Michel de Guillet fut édifiée sur cet ancien digue volcanique au Xe siècle. Nous voici en Périgord. Saint-Cyr-la-Popille surplombe le Lot. C'est le premier village de France à être entièrement classé monument historique. La Dordogne est la plus longue rivière de France. Prenant sa source au pied du Sancy, dans le Massif central, elle parcourt 500 km pour rejoindre la Garonne et la Gironde. Sur cette falaise, à 150 mètres de hauteur, Rocamadour domine le canyon de l'Alzou. Il nous faudra gravir 216 marches pour atteindre la basilique Saint-Sauveur. Chaque année, près de 30 000 personnes se pressent ici pour y honorer Notre-Dame de Rocamadour. Le Périgord est le pays des 1001 châteaux. La région a toujours été le théâtre de grandes rivalités entre les seigneurs de toutes époques. Chacun voulait posséder une part de ces terres généreuses et fertiles. À la fin de la course tumultueuse de la Dordogne, nous retrouvons la Gironde. Nous sommes ici au cœur de l'ancienne province de Guyenne, le Bordelais. Le Bordelais est la principale région viticole du monde. 100 000 hectares de vignobles produisent chaque année plus de 500 millions de bouteilles dans les quelques 3000 châteaux. La route des vins de Bordeaux nous permet de découvrir quelques domaines célèbres. La Brède appartenait à Montesquieu.
Saint-Émilion. Ces vins rouges étaient qualifiés d'honorifiques parce qu'on les offrait au souverain. Pauillac s'honore de crus illustres tels le château Laffitte, le château Latour ou le Mouton Rothschild. Le château Margaux produit un premier grand cru classé qui fait partie de l'aristocratie des vins de Bordeaux. Le bassin d'Arcachon occupe une superficie de 25 000 hectares. Importante station balnéaire, Arcachon est un des plus grands centres ostréicoles d'Europe. La dune du Pilat est une étendue de sable d'environ 114 mètres de haut selon les vents et les mouvements du sol. Nous longeons la côte d'Argent vers le sud, bordée par la forêt des Landes, pour rejoindre, au sud-ouest de l'Aquitaine, Biarritz et le Pays basque. Connue grâce aux nombreux séjours de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, Biarritz demeure la cité balnéaire par excellence. Saint-Jean-de-Luz était le port d'attache des baleiniers depuis le XIe siècle. La petite ville a vécu le mariage de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. C'est aujourd'hui un port de pêche important pour la sardine, le thon et l'anchois. En suivant le train de la Rune, nous découvrons la montagne, emblème du Pays basque. Les Potiocs vivent ici en liberté. Ces poneys uniques sont en voie de disparition. Les Basques s'attachent à les élever dans la tradition pour perpétuer la race. Le survol de la chaîne des Pyrénées permet souvent des rencontres insolites. Le pic du Midi culmine à 2884 mètres. Nous quittons les Pyrénées pour suivre la Garonne.